Tous derrière les grenats, en regardant le Graouli Mag, avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Un match nul et un score vierge pour quelques centimètres, voilà qui n'arrange ni les affaires du FC Metz ni du FC Nantes au soir de la 28e journée de Ligue 1 après match. Le FC Metz délaissé par certains supporters, en route vers la Ligue 3, l'US Thionville-Lusitanos peut-il faire de l'ombre aux Grenats? C'est le débat du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. On aurait aimé avoir l'esprit festif aujourd'hui pour rendre compte un petit peu de ce match du FC Metz. Finalement, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais on va tout de même revenir sur tout ce qu'il s'est passé ce week-end avec nos chroniqueurs du jour. Et je commence à ma gauche avec Bernard Zégnier. Le SPAC, Bernard. Bonsoir. C'est un peu de saison. Ouais. Sur du beau temps, des œufs, mais pas des 3 points. Ouais, bon temps, oui, Pâques et tout, mais bon, pas de victoire encore. Malheureusement. Il faudra patienter encore un petit peu. Rémi y a cru à cette victoire. On l'a entendu sauter jusque depuis le stade Saint-Symphorien, de là où il était. Rémi Azine est avec nous. Salut Rémi. Je ne montrerai plus jamais aucune émotion, j'en peux plus. Bonjour à tous. Gérald, lui, l'avait vu venir. Évidemment, il avait senti qu'on allait très vite revenir sur terre, bien plus vite que prévu. Salut Gérald. Salut Émeric, salut tout le monde. Ouais, aucune émotion pendant le but. Je savais que ça Donner allait... des conseils à ton voisin. Voilà. De toute façon, il veut la Ligue 2, lui. De toute façon, il le célèbre depuis longtemps. Ça fait 2 ans que je demande à ce qu'on reste en Ligue 2. Il vit sa meilleure vie. On y retourne. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu un match ce week-end, mais avant ça, évidemment, il est là depuis le début de l'année avec nous. C'est notre voix off, Nathan. Salut Nathan. Et salut Émeric, salut tout le monde. On va pouvoir passer à la première partie de cette émission. C'est le journal de la Ligue 1. Retour évidemment sur cette 28e journée de championnat. Le dernier recevait l'avant-dernier. Rémi, quelle lecture de cette rencontre? Parce qu'elle est un petit peu particulière. Alors oui, il y a de la frustration, mais oui, en même temps, on se dit qu'il y a la logique au vu de la qualité de ces deux équipes. Le spectacle n'était pas non plus des plus incroyables. Non, on n'était pas sur une affiche de quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas ce qu'on a vu à Saint-Symphorien. Mais la conclusion de ce match, elle est radicale. Quel que soit le résultat, ça ne changera, à mon sens, rien au sort du FC Metz, probablement pas non plus au sort du FC Nantes, qui est quand même une équipe assez morose, même à 11 contre 11. Hein, c'était quand même une équipe qui n'est pas du standing du calibre, enfin, de l'histoire de ce club-là. Mais j'ai envie de vous dire, cette rencontre, elle aurait pu nous donner un sourire. Parce que dans cette confrontation entre deux équipes qui sont malades et qui ne sont pas les meilleures d'Europe, le FC Metz, contrairement à ce qu'il avait fait contre Brest en supériorité numérique aussi, avait fait globalement ce qu'il faut. Enfin, on a retrouvé des choses qui auraient dû, au début de la saison, faire en sorte que le FC Metz se maintienne en Ligue 1, c'est-à-dire que on a vu les qualités supposées de cette équipe. On a vu un Kofi Kouao volontaire qui perturbait l'adversaire. On a vu un Gauthier qui retrouve un petit peu de sa vista. On a vu Jesse Deminguet qui était au niveau au milieu. Voilà, on a vu. Bon, on n'a pas vu Habib Diallo. Ça, je suis désolé, je le cherche encore, mais malheureusement, on a vu quelque chose qui aurait pu au moins nous faire sourire à la fin du match. C'est comme ça. On peut faire 1000 débats sur la VAR et le côté. Le côté briseur d'émotions que ça génère, moi ça fait des années que j'en parle, mais elle est là. Le hors-jeu, malheureusement, même si c'est pour quelques millimètres, force est de constater qu'il est là et que l'émotion elle est aseptisée. Cette saison, il n'y aura aucun sourire. Voilà, il y a eu les 3 matchs, j'espère qu'on en a bien profité avec les 3 victoires. Malheureusement, on aurait peut-être pu sourire en sortant de Saint-Symphorien hier soir, mais c'était même pas le cas. C'est vrai, Gérald, que 3 buts annulés pour une position de hors-jeu. Il y a celui de Kofi Kouao, il y a celui de Gauthier une fois, Gauthier 2 fois. Malheureusement, quand on est très juste, c'est aussi ça le football. Oui, alors du coup, ça rend la défaite moins amère, je trouve, parce qu'on sait déjà qu'on va descendre. Donc quelque c'est part, pas une défaite. Non, c'est pas une défaite. Alors, pardon, la non-victoire. Voilà. La non-victoire, la frustration. Trop d'habitude pour Gérald. La frustration de fin de match, je l'ai trouvée beaucoup moins prégnante que d'habitude, en fait. Parce que, quelque part, on a déjà plus ou moins baissé les armes. Parce que là, si on gagnait, là, on aurait encore eu plus de regrets pour les matchs qu'on n'a pas gagnés dans le même esprit. Mais on se rend bien compte que
même à 10 contre 11 contre la pire équipe à part nous dans le championnat, on n'est pas capable de gagner. Donc concrètement, je vois pas comment tu peux t'en sortir. Donc quelque part, tu sais déjà que t'es condamné. Bah, tu joues un peu libéré, et puis du coup, la tristesse, elle est moindre. Alors oui, c'est triste pour Götze parce qu'il aurait effectivement mérité pour l'ensemble de son œuvre dans ce match d'avoir au moins un des deux validé. Mais bon, je sais pas comment dire, ils nous ont tellement annihilé les émotions depuis 2-3 mois que maintenant, j'ai envie de dire, on est tellement habitué. Ce genre de but refusé, ou alors qu'on prend... C'était soit Nantes marqué, soit on avait un but refusé. Dans tous les cas, on connaît... On a l'habitude, ça fait des années que ça dure, à chaque fois qu'on est en Ligue 1, on a le droit à ce genre de scénario en fin de match. Donc quelque part, oui, alors c'est vrai que le match était bon sur plein d'aspects. Au milieu de terrain, certainement y revenir, il y avait un peu moins de passes vers l'arrière, parce qu'il manquait un joueur. Mais devant, oui, c'était un peu décevant. Mais dans l'ensemble, oui, Jean-Philippe Bamin au milieu de terrain, c'est très bon, on a envie de le revoir. La paire Sané-Mboula, il y avait un petit air de Ligue 2 comme l'année dernière. Donc, Ouais, Mboula, les relances, il va falloir corriger des choses quand même. Parce que, oui, alors il est un peu... On a retrouvé le Mboula de l'année dernière en fin de saison de Ligue 2. Il est sur courant alternatif. Il n'y a pas eu de conséquences. Même dans le même match, il est capable du meilleur comme du pire. Dans le match-là, il a fait des bonnes choses, il en a fait des moins bonnes. Dans l'ensemble, voilà, c'est dommage pour le public qui s'est déplacé. Ils auraient mérité une victoire, effectivement. Et puis même pour Benoît Thavenot, on voit sa détresse... Quand le but est refusé, le dernier, voilà, on voit sa joie et après on voit sa détresse. Quelque part, et ça fait mal au cœur parce que bon, lui, il triche pas vraiment. Lui, il y croit encore, il fait son job jusqu'au bout. Il aurait mérité effectivement la victoire. Bon, ce sera pas pour celle-là. Il y en aura peut-être une avant la fin de la saison, on l'espère. Il reste encore des cartouches, quelques-unes, pas pour se maintenir, mais au moins pour redonner un petit peu de plaisir au public. Il faudra les jouer à fond. C'est vrai que ce plaisir, il n'est pas passé loin, Bernard, au-delà de l'enchaînement de Götze, qui est quand même de qualité, il faut l'avouer. Je pense que tu peux le valider avec ce contrôle orienté, cette frappe juste derrière. Mais c'est vrai qu'on aurait espéré que ça se passe un petit peu mieux. Comment on gère ce genre d'ascenseur émotionnel-là ? Alors oui, ça n'aurait pas changé l'entièreté de la saison, mais sur ce match-là, c'est vrai qu'on aurait pu et on aurait dû espérer mieux quand même. Alors, oui, parce que les 20 premières minutes, ou la première demi-heure à 11 contre 11, elle a été bonne par rapport à ce qu'ils ont produit dans ce match-là. Après, c'était moins bien. Et paradoxalement, c'est moins bien quand tu es en supériorité numérique. Parce que Nantes ne jouait plus, finalement, à 10. Non, Nantes n'a pu jouer parce qu'ils se sont replacés devant leur but pour essayer de défendre en se disant, pourvu qu'on n'en prenne pas, bon... Leur gardien a fait un grand match aussi, à côté de ça. Je crois que Lopez, il a été bon, il avait fait des bons arrêts. Et après, il y a l'histoire de la VAR. Mais bon, moi, ce qui me dérange, c'est que les portions de match. Alors, quand tu dis, Rémi, ouais, s'ils avaient joué comme ça, ils auraient pu se sauver. Mais c'est... Non, c'est pas exactement ça. Non. Attends, mais... J'ai conscience que c'était Nantes en face. Oui, parce que c'est quand même l'avant-dernier, tu joues pas contre une équipe qui est dans les 5 premiers du championnat à ce moment-là. Bon, mais moi ce que je déplore, c'est que c'est trop court ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, c'est sur une demi-heure. On sait. Contre le PSG, où la défaite est normale à Metz, mais la deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps, pendant une demi-heure, c'était bien. Mais c'est trop peu. Une demi-heure dans un match par-ci, une demi-heure là, 10 minutes là-bas et un quart d'heure, vous pouvez pas vous sauver et faire une saison pour vous sauver en jouant 10 minutes par match ou un quart d'heure par match. C'est insuffisant. Donc, ils sont capables de le faire sur des très courtes périodes, mais ils sont pas capables de le faire ne serait-ce que sur un match complet, et pour les gagner. Alors, ils ont gagné 3 matchs d'affilée, il y a combien de temps ? Il y a 6 mois ? Non, il n'y a pas 6 mois, mais il y a... Octobre-novembre. Octobre-novembre, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Depuis, ils n'arrivent plus. Donc, je veux dire, la production de l'équipe, elle est insuffisante, tout le temps. Il y a des bribes, il y a des petits morceaux, mais c'est 5 minutes par là. Alors, moi, j'ai embêté Angelo Salemi il y a quelque temps, et je sais plus, il m'avait dit « Ah, mais les 5 premières minutes ont été bonnes ». Ah ouais, tu vois, tu rigoles. Mais j'ai dit, mais Angelo, les 5 premières minutes, c'est quoi ? Explique-moi. Un match, c'est combien ? Et aujourd'hui, c'est plus 90 les matchs. C'est 90 plus 7, 8, 10 minutes. Donc c'est long. Donc les productions, pour moi, sont insuffisantes. Et tu te retrouves dans une situation comme ça. Et tu te retrouves sur 2 matchs où tu as joué 2 heures. Alors,
Je ne dis pas que c'est plus facile de jouer à 11 contre 10, parce que nous, on pense qu'on est en supériorité, que ça va être mieux. Souvent, l'équipe qui se retrouve en infériorité numérique, elle a un supplément de volonté et de se bagarrer, parce qu'elle a l'impression que c'est une injustice. Donc, c'est peut-être pas toujours bien. Mais Metz a joué, j'ai vu ça, la stat-là, 119 minutes, donc 2 heures à 10 contre 11, sans pouvoir marquer un but. Donc on voit aussi là les carences qu'il peut y avoir dans cette équipe. C'est vrai qu'il est là ce constat, Gérald, c'est que quand ce scénario arrive, on revoit ce carton rouge derrière moi, on ne sait pas si c'est une très bonne nouvelle, parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à ce match contre Brest, où Metz devait gagner bien avant ce qui s'est passé là sur ce match-là, et où Metz n'a pas montré le visage qu'il fallait. Là, il l'a montré, certes, on reviendra sur d'autres éléments un petit peu après, mais 119 minutes, c'est quand même un chiffre assez évocateur. C'est au-delà de prendre un seul point sur ces 2 matchs-là, c'est de n'avoir marqué aucun but. Et alors, comme on disait tout à l'heure, on se retrouve avec des équipes qui, du coup, prennent moins de risques et jouent un peu plus resserrées, avec 2 lignes bien définies de défense. Et ça, on ne sait pas faire. On avait déjà du mal, souvenez-vous, la saison dernière en Ligue 2, face à des blocs bas, on jouait au hand, on savait pas trop comment aborder le truc, puisqu'il nous manque devant un joueur capable de transformer. Percussion. Voilà. Donc là, tu es en Ligue 1 et tu te retrouves face à Nantes qui, eux, ont encore peut-être quelque chose à jouer. Ils veulent pas prendre de risques. Voilà, ils bloquent le jeu. Et comme nous, on n'est pas capable d'aller au bout, de finir les actions, malgré des beaux mouvements de Bounassar ou de Titashvili, devant, il nous manquait un tueur. On a un joueur qui a des stats depuis quelque temps, c'est Nathan Mbala. Malheureusement, il n'était pas titulaire. Tout le monde l'attendait titulaire, mais voilà. Il était peut-être un peu malade, on avait dit que... Voilà, il était apparemment, incertain pour le ça match. aussi, ouais. Mais bon, on a quand même un capitaine qui est devant et à qui ça va être difficile de dire on te retire le... Il l'a fait une fois, je ne sais pas s'il va le refaire, parce qu'il y avait une raison aussi. Diallo était malade la fois là. Là, t'as pas le choix, il est apte, tu le fais jouer, c'est ton capitaine. Donc voilà, mais donc nous on n'est pas capable de jouer finalement face à des blocs bas et face à des équipes qui jouent pas. On est meilleur quand il y a une vraie confrontation, je trouve. Enfin, meilleur, toute proportion gardée, puisqu'on n'a pas gagné quand même. Ouais. Mais parce que t'as pas d'espace non plus. Il faut que tu aies un peu d'espace. Et quand ils jouent bloc bas Nantes, il y a pas d'espace. Et moi je trouve ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a... Alors, sur le côté, le Géorgien, il arrive un petit peu. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'aller provoquer un défenseur, donc un adversaire direct, pour le dribbler, soit pour centrer ou pour aller frapper. Il y en a peu dans l'équipe de Metz. Bounassar le fait un peu. On commence à avoir les mais t'as plus personne. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça. Donc il va falloir... Après, il y a aussi... Alors... On peut dire ce qu'on veut. Il y a le gardien qui fait des arrêts, mais il y a aussi de la maladresse. Alors l'occasion là où il frappe 2 fois sur le gardien, 2 fois à 1 mètre, ça doit faire but ça. À un moment donné, t'es à 5 mètres des buts. Enfin, je sais pas, mais ça doit. Quand on a regardé les résumés, Bernard a dit celle-là, je la mets 2 fois. Non, mais bon. Balance. Je balance. Ça doit faire but. Surtout celle-là. Celle de Deminguet, elle est belle, il fera bien. Mais là, t'es 2 fois à 5 mètres des buts avec des ballons qui te reviennent. Je veux dire, tu dois marquer. Mais en fait, donc, à un moment donné, il y a aussi un déficit de qualité dans la finition. Dans le dernier geste aussi. Parce dans le dernier geste. Il n'y a pas tant d'actions que ça. Voilà. la faiblesse de Metz, elle n'est pas à 11 contre 11 ou à 11 contre 10. Elle est globale. Parce que je veux bien tous les arguments du fait que les autres se dépassent, mais quand tu te retrouves aussitôt à 11 contre 10, contre une équipe dont le rapport de force, tu joues pas. Oui, c'est pas le PSG qui se retrouve à 10. Arsenal, Liverpool ou Barcelone, tu joues Nantes, donc une équipe qui est malade, en plus à 11 contre 10, normalement, même s'il y a le supplément d'âme en face, tu dois pouvoir faire la différence. Tu dois pouvoir faire la différence. Seulement, on est face à une équipe qui est malade aussi bien à 11 qu'à 10, qu'à 9, et qui, match après match, nous fournit des scénarios qu'elle n'a jamais fait. Le match d'hier était moins catastrophique que d'autres, parce qu'il a laissé l'espoir d'une probable victoire. Oui, mais c'est l'avant-dernier et tu le bats pas chez toi. Mais malheureusement, les problèmes d'efficacité, Habib Diallo, que ce soit contre 11, 30, 50 ou 3 joueurs, il est fantomatique depuis la quasi-totalité de la saison. Il y a eu quelques fulgurances qui étaient bienvenues, notamment dans la bonne série du FC Metz, mais globalement, il est fantomatique. Même en termes de vitesse. Même en termes de vitesse, en termes de contrôle, on a l'impression qu'il n'a pas de jus au moment de faire une tête ou de faire une frappe, qui fait pas... Et on voit même la différence par rapport à un gamin de 17-18 ans qui rentre, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de photo entre... Quand tu vois le calibre et les qualités des 2 joueurs. Bon, voilà, on a un joueur comme Titashvili,
on l'aime beaucoup, mais on attend qu'il soit plus décisif. Est-ce qu'il l'est plus contre 11 joueurs ou contre 10 joueurs? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est face à une équipe malade, une équipe de Metz, qui hier aurait pu renverser... Moi, je vous parlais de soupçon de sourire parce que je vois un Gauthier Hain qui est meilleur en ce moment qu'il ne l'a été lorsqu'il était en crise, qu'on lui a retiré le brassard. On est au 27e match, 28e match. Non, mais c'est mort, Bernard. Non. On est au 28e match, on a gagné 3. Mais oui, non mais c'est pour ça. Donc c'est pour ça que le problème pour moi, il n'est pas d'avoir joué contre 10 ou 11 Nantais. Le problème, il aurait été le même. À 11 contre 11, on a vu de belles choses. Est-ce qu'on aurait été plus meilleur devant si Nantes serait resté à 11, pardon. Voilà, je suis pas persuadé. En revanche, si on avait joué comme ça dès le début de saison et surtout face à des équipes de notre championnat, même si on n'aime pas ce... Mais t'as jamais été capable de le faire. T'as pas été capable de le Jamais faire. été capable de le faire. dommage, C'est comme tout à l'heure, à part sur des brèves séquences. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de jouer 5 minutes dans un match, même 20 minutes. C'est pas suffisant. Alors si tu joues 20 minutes, les 20 premières minutes, et que tu mènes 3-0, le match il est plié. Mais sauf que il y a un déficit donc aussi dans la finition et tout, dans la technique, dans la finition, dans les dernières passes. Donc voilà. Et t'as marqué 25 buts. 20 buts et t'en as pris 60. Ce que tu ne fais pas hier, c'est que tu ne te sabordes pas au bout de 5 minutes, comme on l'a vu bien souvent depuis le début de la saison, où les matchs étaient pliés au bout d'un quart d'heure. Voilà. Parce que c'est un Nantes très faible qu'on a rencontré. Et effectivement, tu as rencontré la pire équipe avec toi de ce championnat. C'est vrai que les attaquants n'étaient pas forcément en forme. Hier, c'était à l'inverse le cas des deux gardiens. On va d'abord revenir sur celui du FC Metz, Papsi. C'est vrai qu'il a été longtemps incertain dans ce match et qu'il a pu être titulaire finalement de dernière minute, on a envie de dire. Gérald, 2 nouveaux arrêts pour lui, des arrêts qui ont été importants. Ça permet de ramener un point. Tu aurais pu le perdre aussi ce match-là et ça, on a tendance à pas trop le souligner. Oui, il a. Désolé pour notre jeune Jonathan Fischer. Papsi a gagné sa place de titulaire, je pense, jusqu'à la fin de saison, parce qu'il est décisif. S'il se blesse pas. S'il se blesse pas, bien entendu. Parce que c'est pour ça qu'il était incertain aussi. Là, on a toujours peur. Là, le moindre arrêt, le moindre dégagement, on a toujours peur qu'il se Quand passe il mal. prend un coup d'épaule, on a peur. Voilà. C'est vrai. Mais il est efficace, et c'est ce qu'on demandait à Jonathan Fischer. Et pourtant, la défense n'est pas forcément meilleure. Là, c'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs. Donc, on demandait à Jonathan Fischer d'être clutch, comme on dit, de pouvoir nous faire gagner des points. Là, en l'occurrence, Papsi nous fait gagner des points. 1 point, en tout cas. Le match d'avant aussi, je crois. C'est ça, voilà. Fait 9 arrêts contre Rennes. Donc, c'est peut-être pas le gardien le plus, fantasque qu'on ait eu. C'est pas le plus efficace, le plus spectaculaire. En l'occurrence, ça fait 2 matchs qui fait mieux que Jonathan Fischer. Donc, oui, il a gagné sa place de titulaire, clairement. Est-ce que l'année prochaine... C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il est en fin de contrat. C'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que tu vas chercher un autre gardien meilleur? Tu le refais passer en numéro 2? C'est très cool. Surtout chez nous, à Metz, le dossier des gardiens, ça a toujours été quelque chose. Maintenant, comme on va devoir attendre que mathématiquement ce soit fini pour commencer à préparer le mercato, moi j'espère qu'ils sont déjà en train d'y penser, parce qu'il y a énormément de travail à faire, sur toutes les lignes. Là on parle des gardiens, mais on prend chaque ligne. C'est un travail monstrueux. Reste-nous le peu de sujets qui nous restent encore pour les prochaines émissions. Oui, on va pas anticiper. Déjà qu'on tourne un petit peu en rond. Très rapidement, Rémi, c'est vrai qu'on va revenir très rapidement sur les stats de Papsi, sur les moments où il a joué à Metz. Seulement 3 matchs cette saison. Alors, on occulte le match à Lille où c'est malheureusement un match où il encaisse beaucoup de buts, mais pour le reste, c'est 2 clean sheets cette saison sur ces 3 matchs. La saison dernière, il fait 6 matchs, c'est 5 buts encaissés, 3 clean sheets. Il joue notamment les playoffs et les barrages. Comme on l'a dit, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus, entre guillemets, sexy, mais au niveau de l'efficacité, il est décisif, parce que quand les barrages, oui, on pense au but de Mathieu Hudol, notamment, mais il en fait aussi des arrêts à ce moment-là qui te permettent de monter, et là, il te fait des arrêts qui te permettent de rapporter 2 poins sur les 2 derniers matchs. Je sais pas ce que vous appelez sexy. Enfin, moi, en tout cas, un gardien sexy. Il est très discret. C'est un gardien qui prend pas de but. Et moins on le voit, mieux on se porte. Je veux dire, on l'a pas trop vu contre Nantes, mais les rares fois où il a eu un ballon à écarter, il l'a fait. Jonathan Fischer, on est obligé de faire la comparaison. Je suis désolé, on va dire que je parle de lui, mais on est obligé de la faire. Jonathan Fischer, on l'a plus vu aller chercher le ballon au fond des filets que faire des arrêts. Donc malheureusement, on a donné les clés de ce but, un poste ultra important, à un gardien qui n'avait aucune assurance à ce niveau-là en Ligue 1. Bon, est-ce qu'on devait prendre ce risque? Assurément pas. Il fallait soit prendre un gardien qui avait déjà fait des matchs en France, soit peut-être faire confiance
à quelqu'un qui avait assuré l'année dernière en Ligue 2, certes sur pas beaucoup de matchs, mais des matchs quand même qui avaient beaucoup d'enjeux. Faut pas oublier, on parle beaucoup du lob de 40 mètres de Gauthier, on parle beaucoup du but de Mathieu Hudol, mais contre Reims, c'était déjà Papsi Mais tu qui était perds là. de gardien, t'es obligé d'acheter. T'es obligé d'acheter un. Oui, non, mais est-ce que ton numéro 1, Mais voilà. au début de saison, Moi, je te dis que numéro tu as un, fait- c'est un joueur qui est capable de jouer au pied, et c'est ce que Stéphane. Ah, mais Lugnan arrête avec voulait. ça. Ah, mais c'est ce Est que capable de Stéphane jouer au pied. Il Lugnan avait jamais fait un match à ce niveau-là. Mais Il avait joué dans un force est de championnat constater obscur. qu'au pied, Et toi, quand tu tu- donnes les clés de ton équipe, de ton but, à un gardien tu qui lui n'a pas demandes d'expérience. En premier lieu, tu lui demandes de ne pas prendre deux mais buts. je- Non, mais au D'accord. premier lieu, tu lui demandes soit d'avoir de l'expérience, soit Le d'avoir déjà gardien, fait s'il quelque joue chose. libéraux, c'est bien, mais en Malheureusement. premier lieu, c'est Et les gars, de ne pas prendre deux buts. Souvenez-vous quand même de ce qu'on disait en début de saison. On a Stéphane Le Mignan, il voulait un gardien capable de relancer de Ah, mais derrière. d'accord, Oui, parce bah, que moi, ça- Stéphane pourquoi Le Mignan, il voulait Parce ça, moi, qu'aujourd'hui, je dans veux le bien. football, c'est comme ça. Les grandes équipes, elles ont des gardiens. pas que je suis d'accord avec ça, mais en l'occurrence, c'est passé. Après, tu as des modes aussi. Donc en ce moment, c'est ça. Les gardiens, il faut qu'ils rejouent, ils relancent et tout, c'est bien. Ceux qui sont capables de le faire. Oui, mais Et ils les peuvent mecs, savoir faire les c'est deux. comme quand on disait les défenseurs, à une certaine époque, il faut qu'ils montent. Le premier truc d'un défenseur, c'est de défendre. Alors si tu défends bien, tu montes après. Parce que si tu défends pas et que tu montes sans arrêt et que dans ton couloir tu prends des buts à cause de toi, eh ben tu dégages, ça sert à rien. Encore. Le gardien de but, son premier boulot, c'est de pas prendre de but. Encore une fois, c'est loin d'être le seul problème du FC Metz. Non, mais Fischer. bon. Mais c'était loin d'être une réussite. C'était un pari complètement raté. Et c'est un petit peu rageant de voir que le mec qui était sur le banc, que vous ne trouvez pas sexy, je ne sais pas trop pourquoi, Il a un style particulier. contre Rennes, il a été décisif. Contre Nantes, il a été décisif. Alors, Son souci, c'est qu'il est en c'est qu'il sucre. se blesse. Mais c'est ça. Son souci, souci, voilà, il est en son souci, sucre, c'est- il se blesse Son facilement. souci, c'est la blessure. Mais voilà, si au moment de reconstruire, on ne pense pas à Papsi et on va nous sortir un gardien qui sort d'un championnat obscur pour garder les buts de ce club-là, moi, je ne comprendrais pas. Mais là, tu repars avec les deux l'année prochaine, hein, en Ligue 2, clairement. Hein. Bah, si tu sais repars pas, avec il les y deux, aura- pour moi, il y les aura- hiérarchies, il y aura elle est 3 claire. millions sur transfert. Fischer, tu peux pas le. Ou alors tu le revends. Ah, ou tu le prêtes ou tu le revends, mais Tu le vends je ne suis Mais tu pas le persuadé prêtes, que ce c'est bien gardien-là. obligé de faire venir un gardien. Alors, t'as l'impression de beaucoup l'apprécier, Jonathan Fischer, mais tu dois quand même admettre Non, que j'ai c'est pas- un échec ce joueur-là. À un moment donné, les joueurs en échec qui restent trop longtemps, on le voit avec Joël Assoro. Non, mais je veux pas encore revenir sur lui, mais c'est un joueur T'as qu'on prêt traîne. avec les joueurs scandinaves. Ça de toute fait, façon, ça, donc, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans qu'on traîne ce joueur-là. On a enfin réussi à le prêter. C'est bon pour personne. C'est pas bon pour le club parce que tu n'en feras jamais rien. C'est pas bon pour le joueur parce qu'il ne s'épanouirait pas ici. Joël Assoro, je dis pas qu'il n'a pas de qualité. Il a porté le maillot de la sélection suédoise à un moment donné de sa carrière. Donc c'est qu'il doit savoir jouer au football, ce garçon. Seulement à Metz, il ne l'a pas exprimé. Donc j'espère pour lui que ce prêt à Joe Garden, bah, ça va être bénéfique pour lui et qu'il va peut-être se ressourcer et retrouver de l'enthousiasme dans le football. Premier match aujourd'hui. Mais je pense que Jonathan Fischer, c'est un peu le même système. Ça ne fonctionne pas à Metz dans son championnat-là. Donc trouvons-lui une porte de ouais, mais sortie. j'imagine mal le club le prêter ou le revendre tout de suite. Alors, Bah, moi, tout ce que j'imagine bien mal du club, d'investir, il le fait très mal. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'il change de disque, le club. Voilà, j'imagine mal le club. Bah oui, bah, on est là pour essayer de faire en sorte que le club change de disque. Ah oui, oui. Parce que le disque, il est rayé. bah, quoi. Donc, dans l'absolu, oui. Dans ce cas-là, tu changes chaque ligne. Voilà, tu donc, achètes 2 ou 3 joueurs et puis des bons si possible. les paris de joueurs qui viennent de championnat obscur pour occuper des postes clés, bah, il faut peut-être arrêter. Très rapidement, le match de Papsi, Nathan, une petite réussite, mais surtout, ça permet, on va dire, d'arrondir un petit peu les angles, notamment en termes statistiques. Ouais, vous l'avez dit, ça fait 2 matchs qu'on prend, pas de but, et c'est seulement la 2e fois que ça arrive cette saison pour monter aux victoires contre Lens et Nantes lors de la phase aller. Et en ne perdant pas hier, Metz s'évite un record cauchemardesque, celui du pire goal average de l'histoire du club, avec moins 36. Actuellement, on est à moins 35. Et peut-être peut Il partir reste au match. mais oui, mais c'est Il des reste statistiques qui comptent malheureusement. Le FC Metz qui est donc passé à côté d'une victoire potentielle, évidemment. Petit coup dur pour le joueur et peut-être aussi pour son entraîneur Benoît Tavenot. On l'écoute justement en réaction juste après la rencontre. Benoît, ça veut pas sourire. Donc, quelques millimètres d'un talon de Gauthier Hein, malheureusement, c'est la première victoire qui vous passe entre les doigts. Ah, c'est la folie, hein. Non, c'est la folie. Moi, je pense sincèrement que même si on fait pas tout bien, et c'est une évidence, sinon on serait pas 18e, on est quand même investi. On fait des choses, et sur les choses qu'on fait, on doit être récompensé sur un match comme ça, tout simplement. Bon, c'était le cas sur certains matchs avant aussi, mais là, c'est très dur encore une fois pour tout le monde, Voilà, j'avais dit à la mi-temps d'être vigilant par rapport à ce qu'on avait fait contre Brest, de pas se retrouver mené, d'être patient, de les travailler. On doit marquer avant, on doit marquer 11 contre 11, en bout de 20 minutes, on doit être devant, à la mi-temps on doit être devant, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, donc encore une prestation, un scénario à digérer, parce qu'on n'a pas le choix.
Et puis il faut qu'on fasse un grand match à Marseille parce que c'est vraiment un bon match. Il faut continuer à ne rien lâcher parce que qu'on le veuille ou non, voilà, on peut dire qu'on n'est pas assez bon, on peut le dire, mais ça lâche pas. Bernard, très rapidement, parce que le temps file, on parle évidemment d'un énième coup émotionnel, mais quand on est à la place de Benoît Tano, ça doit pas être évident. Il l'avait dit il y a déjà, après le match face à Lens, je crois qu'il avait tout essayé, même là ça ne prend pas. Je pense que ça sourit un petit peu plus, ça ne prend pas. Je pense que, ouais, je dis tout le temps, je voudrais pas être à sa place, moi, parce que c'est hyper compliqué. Je sais pas quelle ficelle il peut tirer pour essayer de changer les choses, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Changer les joueurs, c'est fait. Changer de compo, c'est fait. Changer de dispositif, c'est fait. Changer de capitaine, c'est fait. Changer de gardien, c'est fait. Donc, à un moment donné, ouais, je pense qu'il doit être à court d'idées, le pauvre. Voilà. Mais alors, c'est Benoît Tavenot. Avant, c'était Le Mignan. Et je vous l'ai déjà dit il y a très longtemps ici dans les émissions. Ça fait très longtemps que je pense qu'avec le groupe-là, vous pouvez mettre. Qui vous voulez. Qui vous voulez. T'as le droit à 2 prénoms. J'ai le droit à 2 prénoms. Non, mais vous pouvez mettre l'entraîneur que vous voulez. Vous pouvez changer les noms, vous pouvez prendre. Et c'est très compliqué. Voilà. Alors, il dit qu'ils n'ont pas lâché. Ok, ils n'ont pas lâché. Sur le match-là, c'était, globalement, pas trop mal. Mais il faut quand même, et on l'a dit tout à l'heure, c'est Nantes qui est avant-dernier. Ils n'ont pas joué le PSG ou Marseille ou je sais pas qui. Ils vont aller à Marseille. Bon, voilà. Donc, ils n'ont pas lâché, machin. Mais c'est une équipe qui a pas les ressources et qui se rebelle pas et qui, là, dans ce match-là, elle fait une bonne demi-heure. Il y a 3 occasions, ils les mettent pas. Alors, quand ils les mettent pas, c'est pas la malchance, hein. C'est pas la malchance parce que à 2 mètres du but, je vous le redis tout à l'heure, à 2 mètres du but, 2 fois coup sur coup. Alors tout peut arriver dans le foot, mais là ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de manquer ça, d'en mettre au moins un. Et peut-être que si t'en mets un, forcément ça te change la physionomie du match, parce que les Nantais n'étaient pas bien fringants non plus. Donc voilà. Donc pour revenir à ça, l'entraîneur, je me demande comment il fait. Il doit se faire des nœuds dans la tête, parce que je ne sais pas dans sa réflexion, ce qu'il peut proposer maintenant aux joueurs. Bon, maintenant, alors aujourd'hui, enfin du championnat. Non, mais il reste combien de matchs là, il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs, justement. De toute façon. Face à Marseille, tu l'as dit. De toute façon, honnêtement, c'est cuit. Enfin, moi, je pense que c'est cuit. Je vous donne mon avis, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense que c'est cuit, et c'est cuit depuis un moment. Voilà. Il faut préparer, je pense, la saison prochaine. Donc, alors c'est quoi préparer la saison prochaine ? Ce sera un autre débat d'une autre émission. C'est un autre débat, et c'est peut-être incorporer des gamins qui vont être là l'année prochaine, parce que forcément qu'il y aura du mouvement, et qu'il y a des gens qui ne vont pas rester. On a entendu l'avis de Benoît Tavenot. Très rapidement, on va écouter ceux de Gauthier et de Kofico. On parle évidemment de cette fin de championnat. C'est quasiment cuit pour Bernard. Eux, politiquement correct, ça ne l'est pas, évidemment. Psychologiquement, il faut de nouveau se remettre de ces émotions, puis de cette contre-performance, finalement, malheureusement. Ouais, je pense que cette année, on est un peu habitué, donc voilà, une de plus, une de moins. On va à nouveau switcher, se remettre au travail dès demain, préparer ce match de Marseille qui arrive vite. Et voilà, il n'y a pas le temps de gamberger, on fera les comptes à la fin. Parce que mathématiquement, c'est pas encore fait. Hein. Mathématiquement, on est encore dans la course. Après, bien sûr que c'est dur. Chaque week-end, c'est frustrant. Chaque week-end, c'est difficile. Mais faut essayer de représenter dignement ce club. Parce que je pense qu'à la fin, ceux qui payent, ceux qui dépensent beaucoup d'argent pour venir dans les gradins, ils méritent aussi qu'on donne une autre image du FC Metz. Après, le résultat, ça sera la conséquence de ce qu'on met sur le terrain. Mais c'est frustrant, oui. Mentalement, c'est dur, bien sûr. On ne va pas se cacher. Ça se voit aussi. Hein, et, comme il a dit, il faut continuer. Il reste encore 6 matchs. Et le miracle existe dans la vie. Il y a eu Metz-Nantes ce week-end, mais ce n'était pas le seul match évidemment de cette 28e journée. Petit tour d'horizon des résultats de la Ligue 1 et il y a eu de l'animation ce vendredi entre Paris et Toulouse, 3-1. Il y a de l'animation également samedi, 3-1 entre Strasbourg et Nice, 4-3 entre Rennes et Brest, 3-0 entre Lille et Lens. Ce dimanche était beaucoup plus calme, peut-être à cause de Pâques, sait-on jamais. Angers-Lyon 0-0, un but partout entre Le Havre-Auxerre et Lorient-Paris FC. Monaco s'est imposé face à l'Olympique de Marseille. Vous allez le voir au niveau du classement juste après. La course à l'Europe est totalement folle.
beaucoup plus folle en tout cas que la course au maintien, parce que pour le maintien, c'est presque déjà joué. Le FCMS accuse toujours 8 points de retard sur Auxerre. 9 si vous voulez compter le goal average, c'est libre à vous. Derrière, le FC Nantes, lui, ne se rapproche pas non plus, alors qu'il va jouer Auxerre la semaine prochaine et qu'il y a toujours un match en retard face au Paris Saint-Germain. Ça donne lieu à, allez, on va dire, peut-être encore des rebondissements pour ces deux clubs-là dans la course au barrage. Nous, évidemment, on va passer à la suite de cette émission. Il y a une deuxième partie, c'est l'heure du débat. Et on va commencer avec une question qui va sûrement faire rire Rémi. Les émotions d'une montée, est-ce que ça suffit à effacer la déception d'une redescente une saison après ? Pour moi, certainement pas. Je veux dire que ça a pu être le cas au début. Je parle comme un vieux, je me souviens de la montée de 2003. Ça a fait rire Bernard. Parce que je pense que les supporters avaient cru à la thèse de l'accident par rapport à la descente de 2002. Metz était un club qui était en Ligue 1 depuis plusieurs décennies. Et puis la remontée de 2003, elle était belle. Moi, je me souviens de ce match contre Guignon, cette fête. Donc, je pense que cette montée-là avait atténué la descente d'avant parce qu'on avait encore l'espoir que ce club reste un club de première division. Là, force est de constater que... on le disait déjà il y a 2 ans, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Les gens le public ne veut plus revivre éternellement ce sentiment de yo-yo et ne se laisseront pas berner par la perspective d'un nouveau cycle, même s'il doit amener le FCMS à être dans les 5 premiers. Quand on regarde cette notion d'ascenseur, c'est dernière saison. C'est comme la saison prochaine. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Tu es obligé d'y adhérer. Non, tu n'es pas obligé d'y adhérer. Sinon, tu l'écharpe et tu n'es plus du tout supporter du FCMS. Il y en a qui vont le faire. Crois-moi, j'ai fait un dossier là-dessus et je pense que le ras-le-bol, c'est ce que je ressens moi, il est plus général que les années d'avant. Notamment parce que les discours devant les médias de la direction du club, que ce soit de la part d'Hélène Schroub ou de Bernard Serin, ne passent plus. Parce qu'on a des déclarations qui attends qu'ils vendent et tu reviens après alors. Moi, j'attends rien du tout. Moi, je suis juste journaliste, observateur de ce qui se passe. C'est pas moi qui vais intervenir pour faire quelque chose. Moi, je dis simplement ce que je pense. Et je dis simplement ce que je constate. Je constate un ras-le-bol général dans les tribunes. Et je pense pas que la promesse d'un nouveau cycle, c'est-à-dire une saison qui sera honnête l'année prochaine en Ligue 2 avec peut-être un nouveau coach, va amener les gens à de nouveau se réabonner massivement pour une autre perspective en Ligue 1. Voilà, moi c'est ce que je ressens aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus clivant, notamment parce que maintenant le discours médiatique et public des dirigeants du FCMS devient inaudible. Quand on nous parle, je suis désolé, d'un club ambitieux parce qu'il joue le maintien en Ligue 1, c'est insulter des décennies de football à Metz. Les générations qui ont suivi Bernard, celles qui ont vécu celle des années 90, on peut me dire, et c'est vrai que c'est pas du tout le même football et peut-être pas le même rapport de force. Mais le FCMS, c'est un club qui a toujours inversé le rapport de force parce qu'il a jamais fait partie des plus fortunés. Alors, le fossé, il est plus abyssal maintenant entre Paris et Metz. Pour autant, dans le ventre mou, tu as le droit d'exister beaucoup plus et d'être beaucoup plus compétitif que tu ne l'es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es le pire élève de la classe, même avec ceux qui ont les mêmes moyens que toi. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui que la politique du club est ambitieuse parce qu'une année sur 2, tu montes et une année sur 2, tu redescends en étant, en bataillant pour pas être la pire équipe de l'histoire avec le pire goal average ou la pire équipe des championnats européens. Ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas ambitieux. Et ça, le public, à mon avis, ne l'accepte pas. Mais justement, le public ne l'accepte pas ou plus. En tout cas, il y a une vraie cassure. On l'a vu déjà avec les différents événements de ces dernières semaines, notamment au niveau des groupes de supporters. Là, on va se pencher sur les colonnes de nos confrères de l'équipe. Des supporters ont été interrogés justement sur cet effet yo-yo et cet effet ascenseur. La réponse, certains habitués vont même jusqu'à préférer assister au match de Thionville-Lusitanos, pensionnaire de National 2, ou de Kaiserslautern qui évolue en Bundesliga 2 à 130 km de Metz. Tu posais la question à Rémi justement, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit désamour qui commence à se créer là où il y a eu une très forte attache ces dernières années, Gérald. Oui, le désamour, mais ça on est d'accord, il est là et il est là tous les 2 ans à chaque fois qu'on redescend de toute façon et il est là depuis plus d'une dizaine d'années par rapport à la direction, à la présidence, voilà, on le sait, c'est pas nouveau et bon, je souhaite bien évidemment pas de malheur, mais on sait très bien que de toute façon ça va pas durer. Va y avoir une revente, va y avoir quelque chose. Mais il y a un truc aussi très bientôt qu'il faut que tout le monde, dont tout le monde doit être conscient. Après, avec tout ce qui se passe, peut-être que si Bernard Serin il n'est pas là, il n'y a plus de club au FCMS depuis belle lurette. On se retranche derrière ça. On est obligé d'être là parce que Bernard Serin. Je ne me retranche pas derrière ça, Rémi. C'est l'argument massu qu'on sert depuis 15 ans. Non, je te dis ça parce que c'est vrai. Par contre, moi je sais aussi que ce que tu as dit tout à l'heure,
je suis d'accord avec toi. Le foot a changé, ok. Il y a plus d'écart entre le PSG et le Metz de maintenant qu'il pouvait y en avoir il y a 30 ou 40 ans. Mais il y a 30 ou 40 ans, je le redis et je le dis tout le temps, M. Molinari, il avait le 18e ou le 19e budget sur 20. Voilà, tu basculais le rapport de force. Et on était toujours entre 5 et 10 au championnat. Mais on te dira que le football, il a changé. Donc, dans tous les cas, voilà. Non, tu me dis ça. Mais on était, même si le foot a changé, on était toujours entre 5 et 10 et il avait le 18e ou le 19e budget. Comment il faisait ? Comment il faisait ? Il se débrouillait bien et il avait des bons plans et il arrivait. Comment ils font Brest aujourd'hui ? Comment ils font Le Havre ? Comment ils font Angers ? Non mais j'entends Bernard, voilà. on en a déjà parlé. Parce que vous me parlez des équipes, alors vous me parlez, pas vous, mais on me parle des équipes du championnat de Metz. Ça c'est des équipes du championnat de Metz qui se débrouillent mieux. Ah mais je ne sais pas comment elles font. On connaît le problème à Metz, on le sait, on connaît les raisons. Et on sait que tous les 2 ans, les mêmes erreurs sont refaites. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, c'est quoi les mêmes erreurs ? Dans le recrutement, dans l'investissement mis dans le sportif, dans les choses là. Le problème, c'est que l'argument que le FC Metz a depuis 20 ans, c'est de te dire on n'a pas de sous, donc on peut pas acheter de Non, joueurs. mais c'est fini, c'est comme ça. le fait d'avoir un déficit tous les ans de millions à devoir donner pour un centre de formation au Sénégal, etc. Donc il faut arrêter avec tous les satellites et les trucs qu'il y a autour. Je pense qu'il faut repenser tout ça, ou alors il faut avoir les reins solides derrière. Il faut qu'un mec arrive avec beaucoup de pognon pour pouvoir déjà. Ça veut aussi dire que les millions que tu as fait pour pouvoir bouger ça, c'est des joueurs qui viennent de Génération Foot. Non, mais bien sûr. Après, c'est un choix. Mais quelque part, il faut qu'on ait les reins plus solides pour pouvoir quand même réinvestir. Maintenant, si on reprend le sujet de départ et par rapport à l'article de l'équipe, est-ce que demain, parce que Kaiserslautern, par exemple, ça fait pas 6 mois que les mecs ils y vont depuis des années et des années. Voilà. Par contre, pour Thionville, je suis désolé, tu es supporter du FC Metz depuis 20 ans. Tu vas pas d'un seul coup t'inventer un amour pour Thionville. C'est très bien ce qui se passe à Thionville et je les félicite. De là à remplacer ton amour pour le FC Metz par un club de la région parce qu'il monte en national, ça va. Ligue 3, s'il te plaît. Moi, j'y crois pas à ce théorème-là. C'est très bien ce qui se passe pour eux. Maintenant, je pense que le supporter du FC Metz, qui a un désamour cette année, comme il l'a tous les 2 ans, il reviendra. Il reviendra de toute façon. Il va y avoir un mercato, il va y avoir des matchs. L'année prochaine, il va avoir envie de revenir. Il va voir que l'équipe, elle gagne de nouveau. Ça va revenir. Évidemment, on n'a pas envie de revivre éternellement une montée pour rien. Mais on va y adhérer de toute façon. Et ces discours-là, on les a depuis 10 ans, tous les 2 ans. Je suis en partie d'accord avec toi parce qu'on fait partie de ces victimes-là. Bien sûr. Effectivement, on continue à suivre le club. Par contre, il ne faut pas minimiser l'importance et l'émergence de Thionville sur un autre aspect. Sur le côté du supporterisme, je suis complètement d'accord avec toi. C'est sur l'aspect de l'investisseur local. Je veux dire, il y a une compétition. Le Moselle Open est parti de cette compétition-là. Je te parle des entreprises qui investissent dans le sport aujourd'hui en Moselle. Donc le Moselle Open est parti. Il y a un tournoi de tennis à Thionville, il y en aura un autre à Metz, mais de moindre importance. Moi, j'ai déjà des partenaires qui m'ont témoigné le fait de préférer soutenir une équipe pour leur image de handball qui cartonne sur le niveau européen avec des filles qui médiatiquement passent bien parce qu'elles ont toujours un beau discours, parce qu'elles ont toujours une bonne attitude, à un football club de Metz qui a une image de moins en moins vertueuse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le Nord-Mosellan, qui vont se dire qu'investir peut-être dans un club de Thionville qui va apparaître, à juste titre ou pas, mais comme le club local qui monte, même si c'est que du championnat national, et qu'à un moment donné, il faudra qu'il se confronte à cette réalité-là, parce que c'est un club qui est monté avec une grosse volonté politique du maire de Thionville, et bien évidemment beaucoup de réussites sportives et économiques grâce au président, à l'entraîneur et au staff. Le championnat, la Ligue 3, ça va être autre chose. Là, tu rentres dans l'univers professionnel. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura un phénomène d'attractivité de l'entrepreneur. Je suis pas sûr que les salons VIP à Thionville, l'année prochaine, ils soient plus attrayants pour les entrepreneurs. Non, mais l'entrepreneur local qui veut donner une image positive à son entreprise, est-ce qu'il va vouloir mettre des ronds dans le FC Metz aujourd'hui ou dans Metz Handball ou Thionville ? C'est une concurrence qu'il va falloir prendre en compte parce que ça va compter aussi. J'ai des partenaires aujourd'hui qui sont plus forcément en raccord avec ce qui se passe au Football Club de Metz. Parce que c'est aussi le reflet des tribunes mécontentes, ce sont des partenaires. C'est souvent, je te parle pas de gens qui investissent 14 millions d'euros dans le club et qui font basculer le destin du club, mais ça fait partie de l'ADN du club aussi. C'est qu'aujourd'hui, tu vas être invité par tel partenaire, peut-être plus à Saint-Symphorien, peut-être aux arènes de Metz ou peut-être au stade de Thionville. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte aussi. Moi, je suis content qu'il y ait un phénomène autour de l'US Thionville. Bien sûr. Après, c'est pas demain que ce club va remplacer
des décennies d'histoire au FC Metz dans ce stade-là. Parce que des moments, je pense, heureux, on va en revivre dans ce stade-là. C'est pas Thionville qui va remplacer ça. Mais à court terme, il peut y avoir un phénomène d'attractivité. Pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, on parle purement des supporters. Non, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et peut-être aussi purement sportivement, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais on peut regarder le classement du Thionville, qui est bien parti. Alors, on touche du bois, évidemment, on ne voudrait pas porter la poisse à Thionville, mais qui est bien parti pour aller direction la Ligue 3. Il faudra désormais valider ça sur la fin de saison. Très rapidement, Bernard, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Alors, oui, il y a du sportif, mais pas que aujourd'hui. Dans le football, on a parlé des investisseurs et tout. Est-ce que l'US Lusitanos peut faire de l'ombre au FC Metz, ou déjà peut-être devenir son... Alors j'ai mis ami ou ennemi, mais son rival numéro 1 de l'ombre, moi je pense pas que ça puisse faire de l'ombre. Je pense au contraire que ça peut être... Alors, vous parliez tout à l'heure qu'il fallait arrêter... On parlait que le Sénégal coûtait de l'argent, qu'il y a Serein, tout ça, et que les clubs ont un déficit structurel. Peut-être que si toutes ces choses-là ne se passaient plus, peut-être que le fait d'avoir Thionville dans le coin à un bon niveau, ça peut être une occasion de faire s'aguerrir des gamins d'ici qui n'auraient pas de temps de jeu à Metz, et de les avoir à 30 km à un bon niveau. Tant que tu n'as pas de changement de présidence, tu n'auras pas de changement de partenariat. Je n'imagine pas que demain... Je te dis rien, moi, je te dis ça. Je dis simplement... Mais oui, l'idée serait bonne. L'idée, ils sont à 30 km. S'ils jouent en national, c'est un bon niveau. Le national, je pense, quand ils vont jouer à Thionville, ça sera aussi bien de les voir jouer à Thionville que de les voir jouer à Serein. Le derby, ce serait Metz-Thionville, ce serait plus Metz-Nancy, par exemple. Mais ça, c'est un autre souci. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà. Mais après, non, je pense que moi, plus il y a de... Plus Thion. Alors, je suis supporter de Thionville un petit peu parce que moi je suis de Florange, donc c'est le plus près géographiquement. Mais plus il y a de bonnes équipes dans la région, mieux ce sera, je pense, pour le football, et que tout le monde doit pouvoir en tirer profit. Dont le FC Metz, si Thionville monte, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. C'est vrai qu'il y a mais pas vraiment de la concurrence, non. De toute façon, je veux dire, les gens... Alors, Thionville a été, il y a 30 ans peut-être, je sais pas, en deuxième division. En deuxième division. Il faisait du monde à Thionville, mais je pense que les gens qui allaient au match à Thionville, ils venaient au match à Metz, de toute façon. Donc la concurrence, à ce niveau-là, des spectateurs, entre guillemets, elle n'existe pas. Les gens venaient quand même voir le FC Metz. Puis on l'a vu plus récemment, dans une autre échelle, avec ce match de Coupe de France notamment, quand ils l'ont joué ici contre Marseille, où le stade était plein. J'espère qu'il y a un entrepreneur qui construira une plus grande tribune à Thionville. Non, mais en plus, il va falloir s'adapter quoi qu'il arrive. Mais je pense que, parce qu'ami ou ennemi, il n'y aura jamais de rivalité comme avec la Nancy-Lorraine. C'est ami. Parce qu'on est... Metz et Nancy, on est sur une rivalité qui dépasse le cadre du foot. On peut parler d'hôpital, d'université, d'autoroute. Politiquement, ce sont deux villes qui sont opposées depuis très longtemps. Metz et Thionville, on n'est pas dans cette même dualité. On n'est pas sur des villes de même taille. Les gens qui habitent Thionville sont toujours des gens qui sont venus garnir les tribunes de Saint-Symphorien et qui n'arrêteront pas demain parce qu'il y a le club de Thionville. Surtout qu'il y a beaucoup de Thionvillois dans les COP. Je veux dire, l'un ne va pas remplacer l'autre. S'il y a du monde à Thionville, c'est parce que Thionville se porte bien. C'est pas parce que les gens seront dégoûtés de venir à Metz. C'est plutôt là la nuance. Et moi, je parle des entrepreneurs parce que là, ça peut avoir une incidence. Une entreprise ne va pas investir partout. Une entreprise locale va choisir. Très bien, on a votre avis. Là où l'image est la plus vertueuse. Un avis plutôt clair sur la question, et c'est ce qu'on aime parfois, quand c'est clair, concis et tout ce que vous voulez. Ça aborde même d'autres thématiques que celles du sportif. Il nous reste quelques minutes dans cette émission du jour. On va passer au temps additionnel. Oui, parce que Bernard l'a dit, le foot c'est 90 minutes plus du temps additionnel. Nous, c'est pas tout à fait pareil. On reste quand même dans les clous de notre 52 minutes, mais on fait du temps additionnel. Je vais évidemment me tourner vers toi, Gérald. Les féminines, on va en parler un petit peu. Elles ont renoué certes avec le succès ce week-end, et heureusement. Alors, victoire 3-0 à Frascati contre Le Mans. Petit ouf de soulagement, certes, mais c'est pas terminé pour les filles de Marine Morel parce que la mission match n'est pas encore validée pour le moment. Ouais, alors on a trouvé le chat noir, j'y étais pas, et elles ont gagné 3-0, donc bravo à elles. Content de donc je pense que je n'aurais plus jusqu'à la fin de la saison. Non, mais, t'étais à Saint-Symphorien hier ? Elles t'ont pas appelé ? Non plus, non. Ah, attendez, attention. Non, je rentrais de week-end, je vous on reparlera de cette histoire de chat noir bien plus sûr. tard. Non, mais alors autrement, elles ont surtout bien joué, elles ont montré des valeurs qu'elles n'avaient peut-être pas autant montré ces derniers matchs, même si elles ont été mal payées les 2 derniers matchs, mais là vraiment elles ont montré des valeurs intéressantes et elles ont montré qu'elles
t'es pas fini complètement. Alors oui, il y a ce match à distance avec Rodez, et en plus le calendrier de Rodez et de Metz sont à peu près les équivalents, donc c'est difficile de dire voilà une équipe. Alors si elle continue à jouer comme ça, je pense que Rodez pourra lâcher des points que Metz pourrait réussir à glaner. Donc faut espérer qu'elle se maintienne parce que voilà, si vous avez lu mon papier cette semaine dans Let's Go Metz, une descente en 3e division de la section féminine, ce serait une petite catastrophe pour le football féminin à Metz. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Il en reste pas beaucoup de matchs et il va falloir continuer comme ça et surtout ne plus lâcher de points, quoi. Montrer ces valeurs-là et j'espère plus de blessures parce que c'est aussi ça qui a un petit peu gâché la saison de Metz et qu'il y a eu beaucoup de blessures. Tu parlais justement de ce classement, on va le regarder parce que évidemment on ne souhaite pas que les féminines descendent, mais on est peut-être sur le spectre, comme c'est écrit, de la triple relégation pour le FC Metz. Alors l'équipe première, malheureusement très bien partie, pour ceux qui aiment les expressions, on est sur un pied et 3 voire 4 orteils en Ligue 2. Du côté des féminines, ça se joue à 2 points désormais sur cette fin de championnat. La réserve, elle, est à égalité de points avec le 12e qui descendra. Alors il y a aussi le pire 11e qui descend au niveau de la Nationale 3. Mais Rémi, on parlait de ce FCMS et de ce spectre. Si on est sur une saison à triple relégation, ça aura évidemment des conséquences sur ce club, en tout cas sur son histoire. Oui, après, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va faire la corrélation entre l'équipe féminine qui descendrait et l'équipe masculine qui descendrait. Non, mais pour l'entité FCMS, en tout cas, ce serait quand même assez dommageable. Si, comme Gérard le dit, et féminine descend en 3e division, tu vas en prendre un coup. Non, la réserve qui serait plus au niveau national. Je vous dis pas que c'est beau et je vais peut-être pas être dans le sens. Dans le sens de la tendance qu'on voudrait prendre, mais le football qui est important aujourd'hui à Metz, c'est le football masculin. Le FC Metz, historiquement, est important pour son équipe professionnelle masculine. Donc, le destin des filles, on aime quand il est en première division, mais dès l'instant où il ne l'est plus, il est beaucoup moins attractif. Enfin, je ne vais pas faire semblant de dire que je vais voir tous les week-ends les féminines. Par contre, lorsqu'elles sont en première division, je vais de temps en temps les voir. Le phénomène d'attractivité, il est largement moindre. Tu les as pas vus alors ? Il est largement. Oui, effectivement, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, le phénomène d'attractivité du football féminin, dès lors qu'il n'est pas en première division, c'est quand même largement moins éclairant et moins intéressant pour beaucoup de monde. Le problème, c'est que la 2e division, elle est devenue professionnelle. Et si tu descends au 3e étage chez les féminines, tu perds le statut professionnel, donc tu perds tes contrats professionnels. Non, mais je dis pas que c'est pas dramatique pour les personnes qui travaillent, mais je te parle de la structure club, l'éclairage FC Metz en matière de football féminin, il n'a de valeur que si l'équipe est en première division. Dès l'instant où elle est en 2e division, c'est l'équipe première masculine avec toute son histoire qui prend le dessus. Ne me taxer de rien du tout. Je suis le premier admirateur du Metz Handball féminin au handball et j'ai le même discours sur les hommes de Metz Handball par rapport aux filles de Metz Handball. C'est une histoire du club. Bien sûr, voilà, c'est simplement ça la nuance que j'apporte. Après, l'équipe réserve, c'est les vases communicants. Vous avez une équipe professionnelle qui est malade, elle ne peut pas puiser dans une équipe réserve qui est malade elle aussi. Donc là, malheureusement... Surtout qu'elle le puise déjà un peu, parce qu'elle est partie chercher des jeunes joueurs qui performaient les tâches d'en dessous. On parle de Nathan Bala, Beliou Longo. C'est des joueurs qui, quand ils sont avec l'équipe première, ne peuvent pas jouer le week-end en plus avec l'équipe réserve s'ils ont du temps de jeu. Donc on est loin d'être avec un FC Metz qui a effectivement... une belle météo au-dessus de lui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On voit souvent sur les réseaux sociaux des messages assez sympas sur le fait à tous les étages, machin, le FCMS, oui, mais c'est pas du tout les mêmes entités. C'est pas la même direction, c'est pas la même présidence. Ça a le même nom, mais faut bien distinguer. C'est pas à cause de Bernard Serin si l'équipe féminine va mal cette année. Faut bien l'entendre. À un moment donné, il faut aussi se calmer avec. Je vais pas me faire des amis, mais en l'occurrence, oui. C'est l'image du club, mais c'est pas du tout les mêmes causes ni les mêmes responsables. Pas les mêmes causes, mais nous, on espère que toutes les équipes du FCMS sauront redresser la barre sur cette fin de saison. On gardera évidemment un œil là-dessus. On arrive sur la fin de notre émission. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Évidemment, on se retrouve dès jeudi. À très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle.
Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.